Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission que j'avais très envie de faire depuis un petit moment et je ne suis pas le seul, vous allez comprendre très vite puisqu'on va lire un peu cette semaine, l'épisode suivant, un peu de lecture puisqu'un super livre vient de sortir à propos d'une série, quand même on reste dans notre domaine, et pas n'importe laquelle puisque c'est un monument de la comédie américaine à la télévision, c'est la série Seinfeld, matrice un peu des sitcoms modernes diffusés entre 89 et 98 sur NBC et analysé dans un essai qui vient donc de sortir qui s'appelle Seinfeld, fini de rire. C'est aux éditions Playlist Society, un bouquin passionnant. Je suis ravi de recevoir son auteur sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Andy Biquez. Bonjour Andy. Bonjour, ravi d'être là, merci. Merci à toi d'être venu. Donc, je vais te présenter un peu. Tu es critique de cinéma. Tu as déjà écrit des livres. C'est pas ton premier. Tu as écrit sur notamment le cinéma de M. Night Shyamalan. Sacré challenge aussi à analyser. Et aussi sur le cinéma chinois. Voilà, plein de choses diverses et variées. Et maintenant, sur Seinfeld, tu vas nous raconter pourquoi tu as eu envie d'écrire sur Seinfeld et comment tu as abordé l'écriture de ce livre. Et je suis aussi ravi d'être en compagnie d'un habitué de l'émission. C'est Jérôme Lachat. Salut Jérôme. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Jérôme, journaliste indépendant, spécialiste de la culture et plus précisément du cinéma, mais très grand fan de Seinfeld. Comme l'indique absolument pas ton t-shirt. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est absolument un hasard. Acheté à New York au NBC Store. D'accord, donc vraiment à l'endroit où il faut l'acheter. On va quand même raconter l'histoire parce que Jérôme, quand je suis arrivé et que je suis venu te voir la première fois, quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé est-ce que tu aimes les séries, tu m'as dit non. Oui. Moi je voulais que tu viennes dans l'émission, ça m'a un peu embêté comme réponse. Et tu m'as dit en revanche, si un jour tu fais une émission sur Seinfeld, je veux absolument en être. Ouais. Alors j'ai cherché, pendant 2 ans, 2 saisons, on a cherché un anniversaire, on a attendu peut-être la mort d'un comédien ou quelque chose, rien n'est arrivé jusqu'à... Et ben voilà, ce livre aux éditions de Playlist Society qui va permettre de rectifier cette erreur des 2 premières saisons d'épisodes suivants, juste avant la fin de la deuxième. Oula. On va donc prendre la direction des années 90 pour parler de Seinfeld dans cet épisode spécial d'épisode suivant. Voilà, je suis donc avec 2 grands spécialistes de Seinfeld, ce qui n'était pas mon cas, je vais quand même être tout à fait transparent avec vous. Quand j'ai commencé à préparer l'émission, je n'avais jamais regardé Seinfeld, j'ai bossé. Voilà. J'ai regardé 4 saisons en entier en les bingeant, plus quelques épisodes que Jérôme m'avait conseillé pour parfaire ma connaissance de Seinfeld. Et j'ai évidemment donc lu ce livre, Seinfeld, fini de rire d'Andy Biquez. Je vais juste prendre 30 secondes parce que c'est quand même une vieille série, Seinfeld, que les jeunes aujourd'hui peut-être regardent plus, ou que des gens n'ont jamais vu. Donc je vais juste raconter rapidement, en quelques mots, ce que c'est que Seinfeld. C'est une sitcom donc en 9 saisons, sitcom c'est-à-dire tournée en studio, des scènes dans des plateaux qui sont un peu toujours les mêmes, avec des rires enregistrés, etc., des rires en studio. Ça met en scène 4 personnages. Il y a donc, ça se passe à New York. Il y a donc Jerry, qui est un humoriste incarné par Jerry Seinfeld, lui-même humoriste dans la vraie vie. Donc c'est un peu personnel, pas autobiographique, mais en tout cas très inspiré de son propre parcours. Il y a George, son meilleur ami, Hélène, son ex-petite amie avec qui il est resté en très bons termes, il est resté ami avec elle, et Kramer, le voisin un peu zinzin qui débarque toujours à l'improviste pour notre plus grand bonheur. Et ça, c'est donc le prémisse de Seinfeld qu'on découvre dès le premier épisode, dès les 2 premiers, 3-4 premiers épisodes. Jerry Seinfeld lui-même décrit Seinfeld comme une série sur presque rien, je le cite, presque rien. De fait, effectivement, c'est surtout des situations du quotidien qu'on voit dans Seinfeld. Ils se retrouvent au resto, ils discutent de leur petit ami du moment, leurs petits amis, ils cherchent une place de parking, ils veulent acheter, ils veulent changer d'appartement, vraiment des trucs qui nous arrivent à tous et à toutes. C'est la transposition en série de ce qu'on appelle un peu l'humour d'observation, qui était la spécialité de Jerry Seinfeld. Jérôme, toi qui es un spécialiste de l'humour en tout genre, c'est quoi exactement l'humour d'observation, en quoi ça consiste ? C'est assez simple en fait, c'est un humoriste, il va être sur scène et il va commenter, il va faire des blagues sur des choses absolument anodines. Donc tu vois, la première épisode de Seinfeld, il va parler de l'avant-dernier bouton d'une chemise et sur qu'il n'est pas pratique parce que souvent on étouffe ou alors quand tu le déboutonnes, c'est trop grand. Donc c'est que des blagues sur ça, sur je sais pas, les plis de pantalon, les croissants, les sauces. C'est le fameux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Voilà, c'est tout et n'importe quoi qui après, depuis, a été beaucoup repris en France, mais que lui-même n'a pas inventé. Il y a des tas de gens qui avant l'avaient expérimenté sur scène aux États-Unis. C'est juste que lui, il arrivait au meilleur moment où ça a le mieux cliqué avec la société américaine et ça a donné la série. À tel point que la série est construite d'ailleurs autour de son stand-up, puisqu'il y a des petites incises qui sont mises pour couper les épisodes. En général, il y a 2 ou 3 petits extraits lui sur scène qui fait des blagues plus ou moins en rapport avec le thème de l'épisode. Mais ça, c'est juste au début. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, ça disparaît. Ouais, ça dure effectivement quelques saisons.
Mais voilà, c'est aussi ce qui la différencie d'autres séries, parce que c'est un gimmick qu'on ne retrouve pas Bien sûr. forcément ailleurs. Et beaucoup de sitcoms qui après vont suivre dans les années 90 vont un peu reprendre ce principe-là, hein. Friends, il y a un peu de ça. Mm. C'est moins connu en France maintenant, mais tu vois, Roseanne, il y a un peu de ça aussi. Euh, Beaucoup de sitcoms en fait reposent sur on va faire des blagues sur le quotidien et trouver ce qui est un peu poétique dans le quotidien pour faire rire les gens. Parce que souvent, c'est ce que tu regardes quand tu manges le soir chez toi, pendant le dîner. Et un peu plus, voilà, on s'identifie au personnage, on S'identifie. s'identifie à ce qu'ils ressentent. Andy, pourquoi avoir écrit sur Seinfeld? Alors, c'était pour que tu puisses faire l'émission. Je me suis Voilà, dit, c'était une je commande je cachée. je vais écrire le livre. Non, c'était effectivement, c'est pas mon premier livre, mais en termes de ciné et série, c'est par contre un de mes premiers amours. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas cette série que je revois régulièrement, que j'ai découvert sur Canal, qui est arrivée sur Netflix après, que j'ai revu à nouveau. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas écrire dessus. Aussi avec la motivation qui est souvent celle d'un livre de se dire ça n'a pas encore été fait, pas encore été fait en français du moins. Donc je me suis dit je peux le faire. Et justement en revoyant la série régulièrement que j'ai eu une autre vision des choses, pas exactement le même regard sur les épisodes, qui m'a fait trouver un angle, un axe qui me semblait être intéressant pour, même si effectivement comme ça n'avait pas encore été fait, ça aurait pu être un livre plus classique qui raconte vraiment la genèse de la série. Oui, parce que c'est pas, effectivement, c'est pas une. On raconte pas comment est né Seinfeld, etc. C'est pas l'objet du livre, on va y venir. Ça l'est, ou du moins dans l'introduction, etc., Oui, pour quand voilà, même mettre les choses en resituer, place. mais Je pense voilà, que ça me on va semble venir nécessaire. Mais après, il y avait l'idée de partir dans une direction voilà, cet plus angle singulière. qu'on va évoquer. Je veux juste qu'on reste sur ce presque rien Mm. qui fait Seinfeld. Andy, est-ce que ces situations banales, c'est vraiment presque rien? Est-ce qu'on est dans la légèreté absolue, la surface de la vie? Alors, effectivement, pour revenir, comme disait Jérôme, sur la genèse de la série, c'est vrai que c'est cette idée d'avoir fait une série hybride entre la sitcom et vraiment des scènes de stand-up, pour montrer à quel point les scènes de stand-up sont irriguées par ces moments du quotidien, il va s'intéresser à donc, l'observation. Ben, quand ça vient d'où? Ça vient de sa vie, et donc la plus banale, la plus triviale, et les moments du quotidien. Et donc, effectivement, c'est ces petits riens qui après il va transformer en gag sur scène pour faire rire les gens. Et dans la série, évidemment, les moments de sitcom, que ce soit chez lui ou au café où ils se réunissent, créent des situations drôlatiques. Mais je viens déjà effectivement à cet axe plus singulier que j'ai voulu développer dans l'essai. C'est qu'on part, et c'est la première vision qu'on a sur ces moments vraiment que tu as très bien décrit sur les petits riens. Mais mon sentiment, c'était que derrière ça, il y avait toujours des angoisses plus profondes des personnages qui perçaient. C'est-à-dire que si les personnages discutent voilà, entre eux de tout et de rien, derrière, il va y avoir toujours voilà, des inquiétudes sur la maladie, la mort, etc. C'est ça qui m'a intéressé finalement. Et pas que, parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a des épisodes sur la pilule, où en fait Hélène a une pilule, Mhm. et la pilule va arriver, va plus être produite, et donc elle va garder un certain nombre de pilules contraceptives, et elle va juger les hommes en fonction de ce qu'ils sont dignes, dignes Qu'elle prenne cette pilule. qu'elle prenne sa pilule. Et en fait, il y a souvent des gags comme ça sur des trucs du quotidien, des trucs comme dit Andy, mais qui en fait vont avoir une visée politique pour en fait parler de la pilule. Et il y a même beaucoup d'épisodes qui vont parler du racisme, Mhm. sur en fait des petites expressions du quotidien où on fait pas attention, mais en fait qui sont racistes, et on va parler comme ça du racisme des personnages. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur cette série, parce que tu dis, est-ce que c'est que des petits riens? Et t'as dit, Seinfeld, il dit c'est presque rien. Et en fait, tout est dans le presque. Ouais. C'est-à-dire que il y a souvent, tu sais, pour Friends, les créateurs qui reviennent et qui disent ouais, on n'a pas parlé des personnes noires à l'époque parce qu'on ne savait pas, ou c'était pas des choses auxquelles on pensait. Évidemment, c'est complètement hypocrite, puisque Friends c'est 94, Seinfeld c'est 89, et en fait dès le début, en fait, ils te parlent de leur propre racisme de personnes blanches intériorisées. Et donc, en fait, au-delà du vernis de on va parler des boutons de chemise et des sauces pour les chips, on va parler de trucs Beaucoup plus vraiment profond. profonds, et surtout il y a beaucoup de méchanceté dans l'humour en fait. Ouais. C'est un humour très misanthrope. Et les 4 personnages qui sont odieux pendant 9 saisons, quoi. On va y venir justement à ces personnages. Moi, il y a une phrase que j'aime bien qui est sur la 4e de couverture. Alors, c'est pas forcément vous qui l'avez écrite, enfin, c'est pas toi, Andy, qui l'a écrite, la 4e, mais il y a cette phrase qui résume assez bien, je trouve,
l'esprit, en tout cas le postulat du livre, c'est Seinfeld, c'est l'art de faire rire pour ne pas pleurer. C'est ça qui se cache derrière l'humour, c'est je vous fais rire parce que si je fais pas des blagues, je vais me mettre à me rendre compte de la vacuité ou l'horreur de mon existence et je vais me mettre à pleurer. C'est ça. Bah, c'est pas de moi parce que c'est une citation aussi dans le livre. En même temps, la 4e couverture est de moi. Ok. Mais peu importe. En tout cas, c'est très bien que tu l'aies isolé et c'est un très bon résumé. Effectivement, pour moi, c'est ça. Il y a une autre citation d'ailleurs qui est de Larry Charles, l'un des scénaristes, qui dit c'est dans les bonus de DVD où on entend ça, où il dit finalement ce sont des situations qui font rire, et si on avait choisi de décaler l'axe de 10 degrés, on pourrait pleurer. Et il y a de ça, effectivement. Pour moi, la série, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il il y avait ces angoisses derrière dont je parlais, qui sont toujours là et qui peuvent être détournées, dévoyées pour essayer de trouver l'humour dedans, mais que ce soit donc les scénaristes ou les personnages qui confèrent ça, il y a pour moi une angoisse larvée qui transparaît dans tous les épisodes. Effectivement. Et en plus de ces idées dont tu parlais de sujets plus profonds, plus politiques, qui sont derrière l'homophobie aussi, Homophobie, bien sûr. est présente et adressée. La montée du fascisme. Ouais. Excuse-moi, mais Vas-y, je il t'en parlait de prie, Larry Charles, et je pense que c'est très important de Ouais. mentionner aussi les scénaristes. C'est-à-dire que Ouais. Larry Charles, les gens le connaissent parce que c'est lui qui a notamment fait Borat. Borat, Bruno le dictateur, c'est lui qui a fait ces comédies-là avec Sacha Baron Cohen. Et en fait, si tu regardes Seinfeld attentivement, tous les épisodes les plus méchants, les plus sombres, les plus noirs, et ceux qui vont dans les trucs les plus, dans les recoins les plus sombres de l'humanité, qui vraiment, si tu bouges le curseur, tu passes sur un drame très déprimant, ils sont tous signés Larry Charles. Et notamment, alors c'est un mini spoil, mais bon, la série a 25 ans, mais c'est pour bien comprendre aux gens ce que c'est Seinfeld aussi, c'est que Larry Charles, il a écrit un épisode où George, à un moment, il va se fiancer. C'est l'éternel, c'est Jean-Claude Duss. Il va jamais Ouais. trouver trouver la bonne femme, mais en fait, à un moment, il va trouver la femme parfaite. Il va se fiancer avec elle, mais il est malheureux. Il fait les invitations pour le mariage. Il va lui acheter des enveloppes. Sa fiancée va faire les enveloppes, va lécher les enveloppes pour les fermer. Pas de chance, les enveloppes étaient très anciennes, beaucoup trop vieilles, et en fait, la colle a périmé et la femme va mourir. C'est horrible quand Ce même. qui est pour une- horrible. pour une Et, série genre, comique. et c'est la fin de saison. C'est la fin de saison et ça, c'est écrit par Larry Charles. Et quand tu vois, c'est super drôle. Mais effectivement, n'importe qui d'autre aurait fait un épisode très dramatique, très triste. Quand tu le racontes comme ça, effectivement, ça paraît pas très drôle. Après, c'est Mais effectivement. en fait, je quelque chose repense de à la scène et mise ça en me fait scène. rire. C'est horrible, et effectivement, mais Georges, pour lui, c'est une libération. Ouais, c'est une Il libération. savait pas comment sortir de ses fiançailles, il trouvait pas de solution. Et finalement, il l'a trouvé involontairement, mais c'est lié à son personnage et au tard de son personnage, parce que s'il a choisi ces enveloppes-là, c'est parce qu'il est radin et que Ouais. c'était les moins chères. Et donc, c'est la caractérisation de son personnage et tous ses défauts qu'on connaît à ce moment-là depuis 7 saisons, qui fait que finalement, c'est pas si étonnant. Mm. Il savait pas comment s'en sortir. En fait, il a trouvé ça au fond de lui. Et c'est Il y a- comment presque rien fait de l'humour. Et on en vient à ces personnages qui. Voilà, derrière, quand on regarde un peu la série au début, on se dit, bon, bah, ça ressemble beaucoup par exemple à Friends, parce que c'est un groupe d'amis qui se réunissent dans un café, qui parlent de leur vie, etc. Ils ont tous l'air plutôt sympathiques. Enfin voilà, il n'y a pas de méchants, entre guillemets, tel qu'on pourrait l'imaginer. Mais effectivement, quand on gratte et quand on regarde un petit peu, c'est pas forcément des bonnes personnes. Jérôme l'a un peu évoqué. C'est même pas forcément des vrais amis. Au sens propre, c'est un peu l'anti-Friends, non, quand on le regarde. C'est-à-dire qu'ils se tirent un peu dans les pattes, ils s'arrêtent pas de s'envoyer des vannes qui, oui, ce sont des vannes, mais Georges en prend quand même, par exemple, beaucoup dans la tête parce qu'il n'a pas beaucoup de chance dans sa vie, pas beaucoup de réussite. C'est un peu, voilà, c'est pas des belles personnes, les personnages de Seinfeld. George agace beaucoup Elaine. Mm. Il est rabaissé souvent par Jerry avec humour, avec un petit trait d'esprit. Donc en fait, la relation fonctionne encore. Mais mine de rien, il le rabaisse quand même. Il est Effectivement, utile à Jerry aussi parce que Il est c'est un peu utile. son faire-valoir. Exactement. Voilà, Jerry, lui, il a de la réussite, C'est ça. sa carrière de comédien marche bien dans la série, etc. Il est plutôt beau, il a tous ses cheveux. George est plutôt petit, il a plus beaucoup de cheveux, il a aucune réussite avec les femmes. C'est pas tout à fait ça au début. Mm. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans les toutes premières images, premier épisode. Il a un béret. Bref. Mais effectivement, au début, il y travaille dans l'immobilier. Ça fonctionne bien pour Georges. Et il va y avoir cette bascule avec cet épisode
où Jerry, je disais que Jerry le prenait de haut dans cet épisode. Il y a cette mise en scène où lui est sur le canapé, George est assis par terre, il vient de perdre son travail, et Jerry, à ce moment-là, il y a encore de l'entraide, il essaie de l'aider un petit peu, mais mine de rien, il le prend de haut, et ça fait une bascule. C'est dans la première ou deuxième saison, je crois que ça arrive, ça. Et George, après, aura des difficultés dans tous ses jobs jusqu'à la fin de la série. Mais effectivement, la caractérisation des personnages est un peu différente au début, un peu plus douce. Il y a peut-être plus d'entraide, mais il y a cette bascule. Les scénaristes ont dû trouver, les showrunners surtout, Larry David et Jerry Seinfeld, que c'était là où ça pouvait être le plus amusant. C'était si les personnages avaient des difficultés et que les spectateurs, les téléspectateurs ne soient pas les seuls à le remarquer, mais qu'eux-mêmes, entre eux, puissent effectivement avoir ce petit jeu entre eux. D'éventuellement rabaisser l'autre pour se valoriser parce que eux-mêmes ne sont pas en pleine confiance. Il y a un peu des dynamiques, Jérôme, qui sont un peu complexes. Tu parlais d'un humour misanthrope. Ouais. On sent que en fait, chacun des personnages pense un peu à lui. Par exemple, ils se disent souvent un secret de l'un à l'autre. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Par exemple, Hélène va dire un secret à Jerry. Et inévitablement, Jerry va finir par balancer le secret à la personne à qui il ne faut pas le faire, quoi. Et quasiment volontairement à chaque fois, quoi. En fait, Seinfeld, c'est une sitcom et ça prend le contre-pied d'absolument tout ce qu'il faut faire en sitcom. Donc, c'est pour ça aussi que les dynamiques de personnages sont comme ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le dernier épisode est si décrié. C'est-à-dire qu'à la fin, là aussi je vais spoiler, mais le final ayant 25 ans, enfin même 27. Je vais autoriser à spoiler si jamais vous ne l'avez pas vu. En fait, le dernier épisode est écrit par Larry David et c'est un procès. C'est le procès des personnages. Et il y a tous les personnages à qui ils ont fait des crasses pendant 9 ans qui reviennent pour leur dire ce sont des mauvaises personnes et ils finissent en prison. Et quand ils arrivent en prison, ils refont le dialogue qu'ils ont fait au début dans le premier épisode. Donc vraiment, ils sont coincés dans leur médiocrité, dans leur méchanceté. Mais ça, c'est pour aller à l'inverse de la sitcom. Parce que la sitcom, c'est censé être toujours bienveillant. Les personnages doivent progresser. Et en fait, Seinfeld, ils avaient une règle. Il fallait pas que ça se termine avec des câlins. Il fallait que ça se termine avec une situation où ça se termine mal. Et tu disais, est-ce que c'est l'anti-Friends ? C'est plus que l'anti-Friends, c'est l'anti-sitcom. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Seinfeld est l'anti-sitcom, mais en même temps, toutes les sitcoms qui vont suivre vont s'inspirer de Seinfeld. C'est moins connu en France aussi, mais en fait, Seinfeld est un peu quand même pompé par moments sur Cheers avec Ted Danson, où en fait, le fait que des gens qui sont très différents se retrouvent dans un bar pour parler, ça vient de Cheers. Et quand tu regardes Cheers, c'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, ils mentionnent Cheers Ils en parlent dans plusieurs, parce que c'était l'énorme succès en sitcom des années 80, qui était sur la même chaîne, je crois, et quasiment diffusé même dans le créneau d'avant. Et donc, ça vient de ça. Mais si tu regardes Friends, il y a le café, en fait, l'idée du café, elle vient de Seinfeld. Et pareil, How I Met Your Mother, c'est aussi Seinfeld. En fait, toutes les sitcoms en fait s'inspirent de Seinfeld. C'est une espèce de matrice aussi. C'est la matrice. Mais Seinfeld, c'est la matrice de la société américaine parce que le nombre d'expressions qu'ils ont créées dans cette série et qui sont après maintenant dans le langage courant, tu feras attention à des moments, mais tu verras, tu écouteras des comédies américaines et tu entendras des gens qui diront en VO, ce sera jamais traduit, tu auras Master of My Domain, yadi yadi yada, tu auras ça dans les dialogues. Et souvent tu l'entends, tu dis ah, en fait c'est Seinfeld. Andy, tu écris aussi que Seinfeld est une série sans issue. Les personnages sont bloqués dans les mêmes histoires en permanence, ils refont les mêmes erreurs. Je remettais, ils n'évoluent pas, en tout cas pendant une très large partie de la série qui dure quand même sur 9 ans. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils refont les mêmes. George refait toujours les mêmes erreurs avec les femmes, etc. Ils ne progressent pas. Il y a cette espèce de vase clos. Moi, j'allais dire, est-ce que c'est pas le principe d'une sitcom, justement, c'est toujours les mêmes lieux, toujours les mêmes personnages, c'est normal qu'ils n'évoluent pas, mais est-ce que c'est encore plus marqué dans Seinfeld ? Oui, je pense. Alors, comme tu dis, c'est typique de la sitcom, intrinsèquement. Voilà, on reste sur des lieux fermés, on va revenir. Toute série, voilà, il y a le rythme régulier chaque semaine et on a le générique, etc. Sitcom encore plus avec le retour des mêmes espaces intérieurs, essentiellement intérieurs. Et Seinfeld encore plus parce qu'effectivement les personnages n'évoluent pas. Ou alors ils essayent, forcément c'est plus intéressant, ils essayent d'évoluer. Il y a vraiment des moments où, je crois que c'est le début de la saison 7, où ils sont posés dans un café, dans le café, Jerry et George, genre, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on évolue, il faut qu'on trouve quelqu'un. Ils vont essayer, c'est là où George va trouver Suzanne, va aller jusqu'aux fiançailles. Jerry lui promet de faire pareil, d'essayer de trouver quelqu'un, mais il arrive encore moins. Et donc, en tout cas, il y a évolution, régression. Donc, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et pour continuer sur cette comparaison à Friends, qui est censée, hein, l'autre sitcom sur des amis de NBC quasi contemporaine,
c'est vrai que si on imagine la sitcom Friends, quand elle s'arrête, les personnages évoluent. Le disent clairement, c'est on va s'acheter une maison, on va changer d'espace, on va aller à la campagne. Et c'est vrai que si on avait une télécommande magique 10 ans plus tard et que Friends, on peut retrouver ses intérieurs, il n'y aurait plus personne dedans. Enfin, ils sont plus là. Seinfeld, 10 ans plus tard, si on rallume la télé, ils sont Voilà, encore là. C'est les mêmes, ils n'ont pas Et changé. d'ailleurs, on sait que c'est les mêmes, puisque dans. J'allais y venir exactement. Et donc, alors deux choses. On peut faire deux liens avec deux autres créations qui ont vraiment prolongé cette idée. La première, c'est cette chaîne Twitch Nothing Forever qu'a inventé quelqu'un, qui est une version animée de Seinfeld qui s'est amusé à faire, où l'idée justement, c'est les dialogues sont générés par IA. Et aujourd'hui encore, là, si on va dessus, si on tape Nothing Forever, il y a un épisode en cours avec des dialogues anodins, avec des personnages qui sont des ersatz des quatre de cette série animée. Donc lui, il a vraiment mis en image cette idée de cette sitcom qui pourrait ne jamais s'arrêter en réalité. Boucle interminable. Et l'autre, je te laisse en parler Jérôme, c'est dans Larry et son nombril, l'autre création de Larry David. Dans Curb Your Enthusiasm, il y a une saison en fait qui est, comme évidemment c'est une série extrêmement populaire, c'est le final, c'est un des épisodes les plus vus de la télé américaine. Évidemment, souvent on leur demande est-ce que vous pouvez pas refaire un épisode, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Et donc il y a une série qu'après a fait Larry David, le co-créateur de Seinfeld. Le co-créateur de Seinfeld, qui a fait une série sur lui qui est un peu sur le même principe que Seinfeld, mais encore plus politique, encore plus méchante, et où les dialogues sont entièrement improvisés, mais aussi sur les petits riens. Et il y a une saison entière qui est on accepte de faire un épisode de réunion de Seinfeld, et en fait tu vois les coulisses, la difficulté que c'est de créer, et on voit un peu l'épisode tel qu'il va être fait, et on voit qu'ils n'ont pas évolué, et qu'en plus ça a l'air calamiteux l'épisode. Et que par ailleurs, certains acteurs disent qu'ils ont été enfermés, notamment le personnage qui joue George, Jason Alexander, je crois son nom, dit qu'il a été enfermé dans ce rôle de George et qu'il n'a rien pu faire par la suite. Les deux, en fait, c'est vrai que donc, dans cette série, Larry et son nombril en français, on en pense qu'on veut du titre, ou c'était Cache ta joie aussi sur le DVD, mais qui était mieux, à la limite. Mais sinon, c'est Curb Your Enthusiasm. Cette série, effectivement, donc je crois que c'est saison 6 ou 7, j'arrive plus trop à me souvenir la saison qui tourne autour de Seinfeld. Mais avant ça, saison 2 ou 3, que ce soit Jason Alexander qui joue George ou Joel Dreyfus qui joue Hélène, les deux, il y a cette idée de Larry David qui va les voir pour retravailler éventuellement avec eux et se plaignent d'avoir été effectivement enfermés, typecastés, coincés dans ce rôle de George pour lui, de Hélène pour elle. Ils pensent à ce moment-là, ça va pas se faire parce que les choses fonctionnent jamais, c'est le principe, c'est ça qui est marrant. Mais il y a cette idée de créer ensemble une nouvelle série justement qui serait le personnage, ce serait Joel Dreyfus qui se plaint de ne pas réussir à trouver de job dans le milieu, ce qui est bien faux parce que c'est elle qui a eu la carrière la plus florissante en vrai, avec VIP notamment. C'est aussi la meilleure actrice des quatre. Et c'est marrant parce que donc il y a un côté très méta justement dans Seinfeld, et c'est peut-être ça que c'est une série aussi qui est très intellectuelle, peut-être pour une sitcom parfois. Elle nous oblige à réfléchir, on l'a dit, à des questions politiques ou autres, mais il y a cette saison 4 qui est quand même assez dingue de tenter un truc comme ça dans une sitcom. Alors ça dit aussi peut-être beaucoup de la puissance de Seinfeld à l'époque qui pouvait se permettre de tenter ça. La saison 4, globalement, le pitch tourne autour de Jerry, qui, donc on rappelle, Seinfeld est déjà une série un peu méta puisqu'elle est sur le même personnage qui est incarné, qui est le créateur, le personnage principal, etc. Son propre rôle. La saison 4, Jerry propose à NBC, la chaîne sur laquelle est diffusé Seinfeld, de créer une série sur rien. Là, pour le coup, il assume le côté c'est une série sur rien, pas presque rien, qui veut monter avec George, qui lui-même est un ersatz de Larry David, le co-créateur de Seinfeld. Et donc toute la série tourne autour toute la saison tourne autour de est-ce que Jerry va arriver à vendre. La série s'appelle du coup Jerry cette fois et pas Seinfeld. C'est une pirouette qui est méta, qui est complètement folle. C'est un abîme de méta là-dedans. Est-ce que c'est du génie? Est-ce que c'est de l'imposture d'avoir tenté un truc pareil à l'époque? Je vais partir sur le génie, ça ne va pas vous surprendre. Moi, j'adore cette saison, mais beaucoup de gens, c'est celle qui a le mieux fonctionné. D'ailleurs, sur l'ensemble de la 20aine d'épisodes, tous ne sont pas... d'ailleurs, comme dans Larry et son nombril, quand il fait Seinfeld, il y a des épisodes entiers où on lâche un petit peu ça. Tant mieux, d'ailleurs, c'est un fil rouge qui est là, mais on n'y est pas tout le temps. Et c'est dans cette saison-là, d'ailleurs, qu'il y a l'épisode The Contest, qui n'est pas lié à cet aspect méta, mais qui est l'épisode qui a vraiment qui a eu l'Emmy Award du meilleur épisode de l'année, qui a vraiment lancé
la série qui lui a donné sa plus grande notoriété. Parce Donc qu'il c'est fait vraiment un- une saison parce que charnière. l'épisode fait un truc de fou, en fait, c'est qu'il parle de masturbation, Mm. mais sauf qu'à la télé américaine, on n'a pas le droit de dire ça. Donc C'est en fait, exact. Donc, il ne prononce jamais ils le ne mot. prononcent jamais le mot, alors que tout ce qu'ils font est très clair et que l'épisode est très chargé sexuellement, mais on ne voit jamais, il ne parle jamais. Une façon super habile de jouer avec la censure, effectivement, avec des périphrases comme Master of My Domain of dont My tu parlais Domain, tout à l'heure. Voilà. Mais bon, on s'éloigne. On digresse, mais on Mais moi, digresse du côté voulais- méta. Je voulais revenir là-dessus, en fait, pour le côté génie et comment il a osé faire ça. Ouais. Pour apporter de la contextualisation, il y a deux choses. Je pense que, un, Seinfeld est parfaitement conscient des limites qu'il a en tant qu'acteur. C'est souvent dit dans la série, et là c'est très dit dans cet épisode-là, parce qu'il a beaucoup eu de critiques sur il ne sait pas jouer. Ouais. Et effectivement, quand on le voit, en fait, il joue de manière un peu fausse. Il a un jeu assez particulier. Il a un jeu très particulier. Les autres sont des vrais acteurs. Il est beaucoup dans l'exclamation. Parce que jouer sur scène, c'est pas la même chose que jouer sur une télé. Et l'autre chose, pourquoi il s'est permis ça? En fait, c'est assez courant à la télévision américaine de faire comme ça du second degré, de faire de la mise en abîme sur la télé. La télé qui parle de la télé, ça se fait tout le temps en fait, aux États-Unis. Et on n'en a pas parlé, mais c'est bien d'en parler maintenant. En fait, une des grandes inspirations de Seinfeld, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Shandling, qui est un humoriste de stand-up qui est absolument pas connu en France, mais qui est l'inspiration de beaucoup de gens très connus maintenant comme Judd Apatow et du coup Seinfeld. Et là, c'était sur Showtime. Donc Showtime, c'était la chaîne câblée aux États-Unis. Il avait fait une sitcom qui s'appelait It's Gary Shandling Show. Et c'était aussi une sitcom, 4-5 saisons, où en fait, c'était une sitcom qui était consciente d'être une sitcom tournée dans un décor en carton-pâte. Et en fait, souvent, ils arrivaient avec une bagnole et ils défonçaient le mur, le public arrivait sur scène, ils parlaient avec le public. Enfin, il y avait ce truc-là. Donc en fait, Seinfeld se permet ça parce que 10 ans avant lui, il y a eu Gary Shandling qui a fait ça, puis 10 ans avant, il y a eu d'autres personnes. Et donc, il s'inscrit aussi dans une tradition d'humoriste qui, en apparence, parle de rien pour en fait un peu casser les codes. C'est en tout cas ce qu'il a toujours essayé de faire à l'époque avec ses copains. On a beaucoup analysé effectivement, et je vous renvoie encore une fois vers le livre de Andy pour encore plonger décortiquer encore plus la série. Rapidement, qu'est-ce qui fait malgré tout, selon vous, de façon plus fan, peut-être plus amateur de la série, qu'est-ce qui la rend si géniale à vos yeux? Qu'est-ce qui fait? Alors que c'est une sitcom, quand on la regarde, encore une fois, c'est un truc sur presque rien. On pourrait se dire, bon, oui, d'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est génial? Que ça sort du lot par rapport aux sitcoms, par rapport à Friends, par rapport à How I Met Your Mother, par rapport à Cheers, par rapport à tout ce qui a pu être fait avant ou après? Effectivement, ce qui la différencie, c'est on est loin de ce sentimentalisme d'autres séries, au contraire, qui est rejeté, un cynisme assez singulier. L'humour est... Finalement, moi, je suis parti avec ce livre sur la noirceur cachée derrière cette sitcom, mais ça reste une série comique, bien sûr, et qui, moi, je l'ai perçue comme ça pendant très longtemps, me faisait surtout beaucoup rire. Et donc, Mais après, c'est vrai que c'est difficile de décrire le génie. Il est logé dans ses petits riens. Peut-être, Jérôme, c'est quoi où tu le vois, le génie dans J'avais vu un article du Monde qui a annoncé la diffusion de la série à l'époque sur Canal+ ou Jimmy, je sais plus. Et la personne du Monde avait écrit cette sitcom, c'est comme si Maggie avait été écrit par Michel Bougelin et Guy Bedos. Ok, en fait, faut se l'imaginer. Mais... c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce qui m'ébahit à chaque fois que je regarde Seinfeld, en fait, c'est comment en 22 minutes, ils réussissent à mettre 4 histoires distinctes qui s'entrelacent à la fin. Et il n'y en a aucune qui sert à rien, elles sont toutes drôles. Il y a vraiment, en termes d'orfèvrerie, d'écriture, de comédie, c'est absolument parfait. Et la raison pour laquelle le truc est génial, c'est que comme beaucoup de trucs géniaux qui deviennent cultes, c'est pas uniquement l'œuvre d'une personne, c'est pas que Seinfeld, c'est pas que Larry David, c'est que ces deux personnes ont trouvé 3 acteurs qui étaient absolument géniaux et parfaits pour les rôles. Je pense que tu enlèves Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander et Michael Richards, il y en a un des 3 qui est pas là. La série, elle marche pas. Aussi bien, et surtout, il y a tous les scénaristes. Dans les bonus DVD, pour les gens qui ont encore des lecteurs DVD et les DVD de Seinfeld, on voit, il y a des modules pour chaque épisode. Et on voit comment chaque épisode a non seulement été écrit par souvent, sans que ce soit vraiment crédité, 2, 3, 4 personnes. Et ils sont, je crois, pour les 5-6 premières saisons, entièrement réécrits à chaque fois par Seinfeld et Larry David. Et il y a un travail d'écriture, une exigence dans l'écriture. Et quand même on voit les documentaires, les types, ils sont complètement en PTSD, ils sont très mal. Parce qu'ils ont, même 10 ans après, ils ont tellement bossé sur ces épisodes qu'ils sont encore un peu sous le choc de l'exigence. Et en fait, c'est des épisodes qui ont été extrêmement bien travaillés. Et un travail d'écriture monumental qui explique pourquoi c'est assez génial.
Puis il y a la mise en scène aussi qui est assez soignée, avec des contrastes dans la lumière, qui est pas juste une lumière, tu sais, comme dans Friends, Mm. qui est très Blanche. simple, très Ouais. blanche en fait. Et là, il y a quand même aussi un travail. Il y a beaucoup, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de parodies de films. Ils vont Mm. beaucoup parodier de films qui sortent au même moment. Il y a un épisode absolument génial où en fait ils vont parodier de JFK, où en fait Kramer s'est pris un crachat. Mhm. Et donc, ils vont essayer de reconstituer comment le crachat magique a pu le toucher 3 fois. Ouais. Donc, il y a plein de parodies, il y a plein de choses comme ça en termes de mise en scène qui sont passionnantes et qui expliquent le génie de Seinfeld. Et qui fait qu'on peut continuer à regarder Seinfeld aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la redécouvrir, C'est une c'est sur série. Netflix, hein, on C'est l'a une pas série dit, qui est mais c'est atemporelle en fait. À part de quelques épisodes, il y a peut-être une poignée d'épisodes qui ont un peu mal vieilli, mais enfin sur je sais plus combien il y en a. le plus mal vieilli, c'est globalement les cravates et les chemises. Mais Oui, mais tu sais, ça va revenir à la mode. oui, sans doute. Ça va revenir à la mode. Je me Sur, passerai de cette mode, mais en tout cas, voilà, c'est moi, j'ai redécouvert et donc je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas vu Seinfeld, c'est disponible intégralement sur Netflix en version pas remasterisée, mais en tout cas en 16/9, hein, pas en 4 tiers. Donc ça a été voilà, repensé pour les formats actuels et ça se regarde très très bien. Voilà. Et moi, je vais juste terminer avec une dernière citation du livre Andy qui m'a beaucoup marqué et que je trouve être une très belle phrase qui résume très bien. Seinfeld, c'est une série comme un vaccin qui inocule les angoisses humaines pour nous aider à les affronter. Voilà, je trouve que ça résume très bien ce que peut faire l'épisode. Chaque petit épisode est une goutte qui nous permet de mieux comprendre peut-être nos propres angoisses. Voilà, c'est à voir donc dans Seinfeld. Il y a 9 saisons, donc vous avez vraiment le temps de vous lancer et de tout regarder. Voilà, moi j'en ai vu 4 et j'ai très très hâte de voir la suite. Mais voilà, on a déjà très en retard, beaucoup parlé de Seinfeld, mais il nous reste encore une toute petite case, une toute petite place pour nos séries de la semaine. Alors, on va terminer avec 2 recos un peu spéciales. Je voulais d'abord qu'on fasse un petit focus sur une série que tu cites beaucoup dans le livre, dont on a un peu parlé. C'est Larry et son nombril, donc Curb Your Enthusiasm, qui est série de HBO, qui a donc été diffusée dans la foulée quasiment de Seinfeld, quelques années après. Série donc créée par Larry David, qui est donc le co-créateur de Seinfeld. En quoi est-ce que ça fait un bon double programme? Est-ce que c'est une suite spirituelle de Seinfeld, dans l'humour, dans la façon dont c'est écrit? Alors, la façon dont c'est écrit, on l'a déjà dit assez différemment. C'est vrai que c'est une série que Larry David a lancée très rapidement après, en 2001, je crois. Mais elle a duré jusqu'en 2000, c'était l'année dernière, ça Il y a eu en 12 saisons. 2024. Et voilà, et il avait vraiment carte blanche chez HBO. Il revient quand il veut. Au début, c'était un peu plus régulier. Au bout d'un moment, bon, il laisse passer 4 ans, peu Ouais. importe, carte blanche. Donc, parce que il y avait un socle de fans grandissant sur presque 25 ans. Donc, pour cette série, mais qui est très différente. Alors, pas de la sitcom, beaucoup de scènes en extérieur dans Los Angeles. Par contre, voilà, de l'autofiction, comme on dit, effectivement, cette fois-ci, pas autour de Jerry, mais autour de l'autre acolyte, autour de Larry, qui se met dans des situations qui se rappellent quand même, par contre, beaucoup Seinfeld. C'est-à-dire, même si c'est des épisodes plus longs, une demi-heure, l'écriture différente, beaucoup plus d'improvisation, ou quasiment que de l'improvisation. Mais par contre, on retrouve vraiment des trames qui... Larry David est moqué parce que, en vrai, il a fait ces 2 séries monumentales. Dans la diégèse de Larry et son nombril, il fait rien. Le principe, c'est qu'il... Et donc sa femme, pendant toute la première saison, lui reproche de rien faire. Donc il est présenté comme un personnage un peu flemmard, etc., qui le pousse et effectivement peut-être essayer de retravailler avec Louis Dreyfus, ça marche pas. Donc il fait rien en fait. Malgré tout, il a la belle vie. Mais par contre, cette relative fainéantise a peut-être une part de vérité parce qu'il y a vraiment des trames entières, c'est là où je voulais en venir, de Seinfeld qui reprend dans Larry et son nombril. Ça décante des situations différentes, mais il se pique des trames entières sans que ce soit du tout ennuyeux parce que c'est voilà, c'est une autre approche. C'est vraiment la vision d'un auteur qui peut avoir les mêmes obsessions, mais qu'il présente différemment à chaque fois. Et c'est là aussi hilarant. Jérôme, il faut regarder Larry et son nombril quand on a vu Seinfeld. Oui. Ouais. Et même pas quand on a vu Seinfeld. Ouais, C'est une on peut super la regarder, série aussi. On peut la regarder sans avoir vu Seinfeld, sans connaître Seinfeld. Ça fonctionne très bien parce que pareil, ça parle en fait de choses absolument anodines. Premier épisode, il achète un pantalon qui est un peu trop grand et donc tu sais l'espèce de un peu de bourrelet au niveau de l'entrejambe est un peu trop large. Et donc tout l'épisode est fondé là-dessus et il est au cinéma et quelqu'un va croire en fait qu'il a une érection et en fait c'est faux. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Ça parle beaucoup plus de sexe encore que Seinfeld. Seinfeld parle pas mal de sexe, mais là encore plus. Et c'est aussi encore plus politique. Il y a pas mal d'épisodes qui vont parler de être juif à Hollywood, à Los Angeles. Il y a des épisodes qui parlent du conflit israélo-palestinien.
Il te parle de, tu vois, Katrina. Enfin, il y a la Beaucoup de choses qui ont politique été est beaucoup, tentées. ouais. Et juste pour rebondir sur ce qu'il appelle la tente La tente. de son pantalon, le dernier dialogue du dernier épisode Oui. reparle à nouveau de la tente. Il refait la même boucle qu'il avait fait avec Seinfeld, même si et il y a aussi la prison, etc. Mais voilà, on n'est pas exactement dans cette même boucle sans issue. Oui, parce que Seinfeld. Voilà, c'est le dernier où épisode est vraiment- une manière de faire amende honorable après le Oui. dernier épisode de Seinfeld qui avait été décrié. Donc, il ajoute quelque chose en disant « Ah, mais c'est ça que j'aurais dû Pendant tout Larry et son nombril, il se défend en disant, il était très bien mon final que j'ai imaginé. Tout le monde se d'accord, ok, trompe. donc, Et le quand dernier même, épisode, il admet, bon, on aurait peut-être dû faire autre chose et libérer voilà, les personnages. Ça se regarde très bien, qu'on ait vu ou pas. Donc, fait. Seinfeld s'appelle donc Larry et son nombril. Il y a 12 saisons dispo sur la plateforme HBO Max à regarder sans modération. Et on va terminer avec une dernière série parce que c'est un peu fou. Quand je prépare l'émission, je demande aux invités donc, de préparer une reco, une série qu'ils ont bien aimée et qu'ils voudraient recommander aux gens qui nous regardent. Et vous avez choisi la même série sans vous consulter, hein, sauf si vous avez des plans machiavéliques dans mon dos, mais Non. vous avez tous les deux fait le même choix. C'est la saison 2 de The Rehearsal. Jérôme, tu étais venu la dernière fois parler d'Astérix. Ta reco, c'était The Rehearsal, la Ouais. saison 1, puisque la saison 2 commençait à ce Il y moment-là. avait que 2 épisodes. Ouais. Voilà. Maintenant, la saison 2 est terminée. C'est pour ça que je me suis permis de la Tu reproposer. as voulu reparler de la saison 2. En quoi cette saison 2 apporte quelque chose de plus? Est-ce qu'elle est encore meilleure que la saison 1? Est-ce que The Rehearsal est encore plus fou que la saison 1 que ce que tu nous avais décrit? Ah bah oui, là, t'as la meilleure série de la décennie. La fait, meilleure série de la décennie. Imagine Tom Cruise qui ferait un film de David Lynch. T'as The Rehearsal saison 2. Faut travailler le cerveau là, mais ouais, ok. C'est, il va t'apprendre, il enquête pourquoi les avions Ouais. crashent et la fin, ça dépasse l'entendement de tout ce que tu aurais pu imaginer sur juste la base de ce pitch. Ça va dans des contrées où c'est imprévisible. Je peux pas en dire plus parce qu'en dire plus ce serait Ce gâché. serait spoilé. Et je pense que les images en fait déjà donnent une bonne indication de ce que c'est. Mais disons que chaque épisode est encore plus fou que le précédent et t'amène dans des situations d'inconfort et même te fait réfléchir sur ton propre rapport au monde. Moi je sais que ça m'a fait prendre conscience de choses, même médicalement, tu vois. Genre. Mhm. C'est très puissant. Et Andy, pareil, donc tu avais choisi de parler de The Rehearsal. Qu'est-ce que tu trouves à The Rehearsal? Est-ce que c'est la meilleure série de la décennie déjà? Alors, non, si on est deux, ça va sembler trop. Déjà, on pense qu'il y a une connivence. On n'est pas affilié à Nathan Fielder, le créateur de la série. Non, mais on n'est pas les seuls, je crois, même si c'est pas très connu, à adorer cette série, à adorer ce qu'il a fait avant. Moi, j'avais envie d'en parler aussi dans cette émission-là, parce que la saison 2, ce qui était complètement une surprise, parle des crashs d'avions. Et moi, dans mon livre, finalement, ça parle de la chute, beaucoup de la chute des blagues, la chute des cheveux et la chute des avions. C'est un peu la direction dont ça parle. C'est toutes ces angoisses de certains hommes, en particulier. Et là, en fait, la saison 2 parle de ça. Le principe de la série, c'est de recréer avec des moyens gigantesques, là aussi. À nouveau, HBO doit avoir beaucoup d'argent, carte blanche. Il le répète dans la série pour pouvoir créer des décors entiers, etc. Juste pour recréer des situations, pour préparer des personnes à des situations qui les angoisseraient trop et de pouvoir s'entraîner, répéter avant de les vivre dans la vraie vie. C'est ça le concept des 2 saisons. Et la saison 2 appliquée au domaine très particulier de l'aviation et des crashs d'avions et de ce qui se passe dans le cockpit. Moi, pour comparer, alors j'aime bien ce que tu dis sur Lynch. Si on doit comparer, c'est pourtant très singulier, il a son propre univers. Mais moi, ça me fait aussi penser à Charlie Kaufman, qui ferait du docu. Parce que quand on voit Charlie Kaufman, qui est le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dans la peau de John Malkovich, Des films très qui conceptuels. a fait Synecdoche New York, qui était un film vraiment avec justement des décors reconstitués. Et là, on a vu une image à un moment où Nathan Fielder, pour être dans la peau d'un enfant, se retrouve dans une situation avec des décors géants et des personnages sur des échasses pour signifier des adultes par rapport à lui, qui dans son corps d'adulte serait pourtant un enfant. C'est des choses qu'on voit dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il y a exactement cette même vision, là, créée par Gondry, qui a fait aussi le clip Bachelorette de Björk, qui est, comme c'est Synecdoche New York, qui est vraiment sur des espaces reconstitués, des poupées gigognes de nos mondes et de nos espaces mentaux. Ça a l'air, comme ça a l'air un petit peu, complexe et intellectuel. Ça l'est, mais c'est aussi très très drôle. Ouais. Très drôle. Et moi je t'avais dit c'était une télé-réalité si David Lynch avait fait une télé-réalité. C'est effectivement ce que tu as dit la première fois et ça avait déjà très bien vendu. Vous avez encore très bien vendu The Rehearsal.
On va aller regarder la saison 1 et la saison 2, donc qui vient de se terminer. C'est sur HBO Max. Merci Andy. Merci. Andy Biquez, je rappelle, donc auteur de Seinfeld, Fini de rire, c'est aux éditions Playlist Society. Voilà, jetez-vous dessus si vous aimez Seinfeld et que voilà, vous voulez découvrir la série sous un nouvel angle. Et ça vous donnera par ailleurs envie de revoir Seinfeld, c'est toujours une bonne idée. Et merci Jérôme Lachasse, tu viens, voilà, on va le dire, de quitter BFM TV après plusieurs années de très bons services à nous régaler avec tes papiers cinéma, tes papiers BD aussi beaucoup. Voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite et sache que il y aura une place pour toi sur ce plateau d'épisodes suivant. Faudra que tu trouves un nouveau leitmotiv. Maintenant qu'on a fait Seinfeld, il faut que tu me trouves un nouvel objectif dans les prochaines années. Merci Clément. Oh, puis il est moderne, en plus il est jeune. Donc merci à tous les deux, voilà, je suis ravi de vous avoir reçu, d'avoir pu faire cette émission. On a été très long, mais voilà, c'était passionnant, il fallait parler de tout ça. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout dans cet épisode suivant spécial Seinfeld. Elle est à revoir, cette émission, en replay sur le site de Tech & Co, en podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube, comme toutes nos autres émissions. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.